Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler du spectacle « Il était une fois Casse-Noisette » qui se joue au Théâtre du Châtelet du 19 au 30 avril à Paris. Vous connaissez probablement le ballet mythique de Tchaïkovski. Alors petite piqûre de rappel, c'est l'histoire d'une petite fille, Clara, qui le soir de Noël reçoit en cadeau un casse-noisette. Elle va s'endormir et là, la magie va opérer. Les jouets vont prendre vie et le casse-noisette va se transformer en prince. Bon, c'est très résumé, mais il y a déjà là de quoi entretenir notre âme d'enfant. Et justement, ici, la version est pensée pour convenir à tous les publics à partir de 6 ans. Et pour cause, la direction artistique est assurée par Karl Paquette, danseur étoile de l'Opéra de Paris, qui est déjà passé derrière le micro de la quille pour parler d'une autre création pour le jeune public, Mon premier lac des cygnes. Alors, Il était une fois Casse-Noisette, c'est au Théâtre du Châtelet, du 19 au 30 avril, avec des représentations le soir ou l'après-midi. Et à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, j'ai discuté avec le romancier Gavin Clemente Ruiz à l'occasion de la sortie de son 4e roman, Les jours heureux ne s'oublient pas, aux éditions Albin Michel. L'histoire de Gontran, 39 ans, iconographe, qui part voir son père en Espagne où ce dernier est censé avoir refait sa vie après la mort de sa femme. Mais les souvenirs sont parfois un peu plus difficiles à gérer que prévu, et Gontran va l'aider à maintenir cet équilibre un peu ténu entre le vide et la mémoire. Et avec Gavin Clemente Ruiz, on a parlé ensemble de la figure de la mère, omniprésente dans le roman, des raisons qui le poussent à écrire, ou encore du lien entre l'écriture et son travail au sein du guide de Routard. Bonne écoute. Bonjour Gavin Clemente Ruiz. Bonjour Thomas. Dès le titre, les jours heureux ne s'oublient pas, on comprend un peu l'ambivalence des sentiments, des émotions dont il va être question avec cette histoire. Et pourtant, il reste une petite part d'énigme dans ce titre, ce qui est normal en toute logique, on ne comprend pas tout de suite de quoi il va être question. Et c'est un peu le même modèle, je trouve, pour tes autres romans, pour Le Club des Feignasses, pour La Divine Comédie de nos vies, pour Comment papa est devenu Danseuse étoile. Comment est-ce que tu choisis tes titres ? Pour les premiers romans, c'était moi. Okay. Et là, c'est mon éditrice, Lina Pinto, chez Albin Michel, qui m'a... quand elle a lu... On ne trouvait pas le titre, honnêtement. Tu n'avais pas de titre de travail, comme on dit. Souvent, j'aime bien partir du titre pour écrire le roman, et là, je n'y arrivais pas. Donc, c'était peut-être un signe. Et en fait, au final, Lina m'avait dit quelque chose sur le précédent, sur La Divine Comédie de nos vies. D'ailleurs, je la cite à la fin de l'ouvrage, et je dis, Lina, les jours heureux ne s'oublient pas. Parce que c'était une phrase qu'elle citait tout le temps. Et là, on s'est dit, c'est le premier ouvrage qu'on publie ensemble, qu'elle édite avec moi. Donc, j'étais très heureux. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est vrai que ça irait très, très bien avec le propos. C'était complètement ça. Elle me dit, mais oui, c'est ça. Donc, on s'est dit, allez, banco, on y va. Les jours heureux ne s'oublient pas. Ce sera le titre du roman. Ça se tient en même temps. Ça se tient bien. Il n'y en avait pas d'autres, hein. Non. Ok, donc on est sur le vrai titre. On est sur le vrai titre. Donc les jours heureux ne s'oublient pas, et ne pas oublier, il en est plus que jamais question ici, puisque la mémoire a une place, je dirais, capitale, la mémoire familiale plus précisément, notamment la mémoire de la mère qui est décédée quelques années auparavant, je spoil rien, c'est écrit, le père est veuf, et tout le monde, du narrateur Gontran, en passant par son père précisément, en ont une approche de cette mémoire de la mère. Par exemple, Gontran, il garde les messages de sa mère sur son téléphone. Le père, alors il y a cette histoire de piano, je veux pas tout, mais bon, il y a un piano dans l'histoire que le père n'a plus, mais en réalité il l'a quand même. Bref, tout ça pour souligner un peu la valeur des objets comme souvenir. Qu'est-ce que ça dit de cette place qu'occupait et qu'occupe toujours, j'imagine, cette mère dans la famille ? En fait, c'est la grande absente la plus présente du roman, Tout tourne autour d'elle. Et en fait, j'avais envie de construire un roman kaléidoscopique. En fait, et il y a plein de petits fragments de cette femme autour de ces deux hommes, qui étaient les deux hommes de sa vie, son mari et son fils, Manuel et Gontran. Et autour d'eux, eh bien, il y avait plein de petits vestiges, des brimborions, j'aime bien ce mot, des brimborions
brimborion, ouais. J'aime bien aussi. C'est les petites choses qu'on laisse dans les sacs ou dans les livres, des petits tickets de caisse qu'on garde, ou des choses, plein de petites choses qui n'ont a priori pas de valeur. Et puis un jour, on ouvre un bouquin dans la bibliothèque, puis il y a des choses qui tombent, un ticket de métro, un ticket de caisse, et hop, on se souvient de choses. Ça nous replonge tout de suite dans une atmosphère, dans un moment, dans une histoire. Là, eh bien, c'est ça. Cette femme, elle réapparaît à travers plein de choses du quotidien. Ça peut être un bout de robe aussi fleuri qu'on va revoir. Ça peut être un arbre, ça peut être on va voir plein de choses à travers cette femme. Elle apparaît de mille et une manières. Ça peut être une sensation, un goût, le Mr Freeze à la menthe aussi, qui a un drôle de goût. On le découvre au fur et à mesure de l'histoire. Et en effet, c'est ça. Elle est là en transparence, en filigrane. C'est vraiment elle qui mène le jeu, qui nous apprend encore plein de choses, et comment ces deux hommes ont pu vivre avec elle, mais surtout comment ils apprennent à vivre sans elle, et c'est comment ils vont essayer de s'apprivoiser, d'apprivoiser cette mémoire, ces souvenirs qu'ils ont avec elle. Il faut que ce soit quelque chose de à la fois très, très mélancolique, parce que c'est la tristesse du départ, de la séparation, mais en même temps, je voulais faire en sorte que tous ces souvenirs qui étaient chez ces deux hommes soient des messages d'espoir pour la suite. C'était vraiment ça mon souhait. Oui, il n'y a pas que de la nostalgie, en l'occurrence. Est-ce que tu la convoques, toi, malgré tout, beaucoup, cette nostalgie, quand tu écris ? Mais complètement. Je ne peux écrire que sur les souvenirs pour l'instant. C'est vrai Ambiance. Ouais, complètement. C'est vrai que là, ce roman est complètement construit sur la mémoire qui immédiate, mais surtout comment faire en sorte que la mémoire ne s'oublie pas, et comment les jours heureux ne s'oublient pas. Bravo. C'est vraiment le bon titre. Tu as vu. Mais c'est vrai que je trouve ça fort, et écrire un roman, je trouve que c'est génial. Déjà, c'est génial. Ouais. Et puis ça permet en fait de créer mes propres souvenirs à moi, à un moment précis de ma vie. Je suis là aujourd'hui face à toi, et j'ai écrit ce texte, et en fait les 4 textes que j'ai écrits jusqu'à présent, 4 romans, ces 4 moments de ma vie, je les réécrirai jamais. Et en fait, c'est super de pouvoir faire une espèce de carte postale de son époque, de son moment précis. Et là, je crois que je suis arrivé à ce moment-là où il fallait que je dénoue ces liens de l'histoire, de la mémoire. Et je trouve qu'à travers ce roman, c'était le combo parfait, j'ai envie de dire, entre ces 2 personnages, et 3 peut-être, voire 4. On va faire à suivre. On va pas te dire. Je crois savoir que tu as des enfants. Est-ce que c'est dans aussi une perspective de transmission que tu écris, toi ? Est-ce que ça te sert à ça de manière assez concrète ? Complètement. Et je peux te dire que mon fils aîné est tombé par hasard sur le manuscrit. Okay. C'était très drôle. Il m'a dit... Mais dis donc, ça ressemble à des choses que je connais, tout ça. Ouais, tu m'étonnes. Et j'ai trouvé ça très bien, parce que je me suis dit oui. Alors, il a lu le premier roman, Comment papa est devenu danseuse étoile. Je lui ai pas encore fait lire le deuxième, Le Club des Feignasses. J'attends, parce que c'est un peu costaud quand même. Le troisième, on verra. Celui-là aussi, il faudra qu'il le lise. Il faudra qu'ils le lisent tous les deux, parce que j'en ai 2. Donc, c'est des cadeaux que je leur fais, oui, je crois en tout cas. Mais c'est aussi un passage de relais que, si ça se trouve, ils me diront complètement autre chose sur leur façon de voir les choses. Tant mieux d'ailleurs, et on est chacun là pour être... J'aime bien l'idée du kaléidoscope, mais aussi le prisme. À travers mes mots, ma vue, mes odeurs, mes sons, mes souvenirs, je vois quelque chose. Peut-être qu'ils verront autre chose, tant mieux. Ouais, c'est presque sûr dans l'absolu, mais tu dis que Le Club des Feignasses, c'est un livre qui est très costaud, parce que précisément c'était un roman qui était en quelque sorte inspiré par une personne très particulière dans ta vie, je suppose, qui est ta mère, qui, comme dans ce livre, a été emportée par la maladie, et je crois qu'on peut la retrouver un petit peu dans chacun des personnages du roman précédent. Est-ce que ça veut dire que t'es voué toute ta vie à faire des clins d'œil à ta mère dans tes livres? Non, désormais? Je crois pas. Je crois que j'avais besoin de le faire là, de la meilleure façon, je sais pas. C'est vous qui me le direz en me disant. Mais en tout cas, j'avais envie de. Je pense que c'est important. C'est important déjà. Pour moi, ça l'était, et je pense que ça peut l'être pour pas mal de gens visiblement, parce que je reçois des messages assez forts. On m'envoie des messages dans plein de lieux très étranges que j'aimerais pas fréquenter pour l'instant, et tant mieux. Ça arrivera peut-être. Mais bref.
Mais en tout cas, ça donne de l'espoir. On m'a dit beaucoup de l'espoir. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si ça peut faire sourire. Ma mère avait beaucoup d'humour et beaucoup c'est elle qui m'a donné le nom du club des feignasses alors qu'elle était dans une salle de chimio, donc pour faire une confidence. Et je trouve que c'était le meilleur clin d'œil que je pouvais lui faire. Et si j'arrive à faire sourire et à faire pleurer, parce qu'il paraît que ça fait pleurer aussi un peu, pourquoi pas, c'est la vie, c'est les sentiments, c'est les romans, ça sert à ça, je pense, ça sert à se construire, à se retrouver aussi, peut-être à faire écho à des histoires qui sont similaires. On a tous rencontré des situations un peu compliquées comme celle-ci. Si, avec ces mots, j'arrive à vous faire oublier ou alors à vous faire aimer un peu plus la vie, tant mieux. C'est tout le but que j'essaye de... Enfin, je sais pas si c'est le but que j'espère de... en tout cas, je suis content de le faire. Ouais, si ça arrive, on n'est pas mécontent. Non. Ok. Dans le livre, on l'a pas encore dit, mais Gontran, il va voir son père qui vit en Espagne. Quel lien as-tu avec l'Espagne ? Je vous invite à regarder le nom de famille de la personne qui va répondre. Je m'appelle Clemente Ruiz, donc j'ai un petit lien avec l'Espagne, j'ai un petit père en Espagne aussi aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, oui, un lien très fort. Alors tout n'est pas vrai, mais tout n'est pas faux. C'est un roman dans tout ce c'est un roman, c'est un roman. Oui, on commence à me demander, est-ce que ça c'est vrai ? Est-ce que ça... Non, mais au bout d'un moment je dis oui ou non, mais en tout cas c'est un roman. Comme vous voulez quoi. Voilà, c'est ça, imaginez ce que vous voulez, tant mieux. Mais oui, il y a un lien très fort avec l'Espagne. C'est la terre de mes ancêtres, de mon grand-père en l'occurrence, paternel. Donc voilà, c'est un retour aux sources aussi, pourquoi pas. En quelque sorte, ok. Et c'est aussi peut-être retour aux sources. Donc je clôt un cycle. Le père, la mère, c'est bon. hâte de voir le prochain. Gontran, il est fils unique comme son père. Quel statut on peut accorder à cette place dans une famille, dans cette histoire en l'occurrence. C'est pas facile les fils uniques, je sais de quoi je parle. Parce que comment partager justement les sentiments familiaux quand on est fils unique entre fratries, je trouve ça hyper fort de voir les liens. Je trouve ça me fascine en fait parce que je ne connais pas, donc c'est pour ça que ça me plaît. J'aime bien comprendre, j'aimerais bien comprendre les liens avec un frère et une sœur, comment ça marche. Donc je pense qu'en fait l'écriture, ça aide à se trouver des frères et des sœurs un peu partout. Pour moi, en tout cas, ça me permet de communiquer, de donner ma vision des choses, peut-être qui n'est pas celle des autres, mais en tout cas, aller vers l'ailleurs. Alors, le fils ou la fille unique, je pense, ça aide justement à sortir de soi, clairement, parce qu'on n'est pas... ou ça pourrait être aussi un repli, mais pour moi, c'est la force de pouvoir sortir de moi-même. Donc, en tout cas, oui, c'est ça aide, je pense, mais ça donne une vision aussi peut-être un peu parfois égocentré quand même. Ouais. on est un peu seul avec son nombril, donc il faut un peu oublier qu'on a un nombril. Et en plus, je cite, la mort des proches nous met devant le fait accompli, devant notre propre présence au monde. Donc ça veut un peu dire, j'imagine, que perdre un proche pour le père comme pour le fils, ça nous retire un peu d'intérêt sur Terre, quoi. Ça, tout d'un coup, il y a plus le lien. Qu'est-ce que tu fais quand tu coupes tout ? T'essaies de renouer. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu relis, tu l'écris comme tu veux, et tu essaies de créer du lien. Donc, je pense que l'écriture aide à créer du lien. C'est la parole, tout simplement. J'invente rien non plus, mais en tout cas, qu'est-ce que ça fait du bien ? C'est vrai que c'est un vrai bonheur de transmission, d'écoute aussi. Parce que le Gontran, dans ce roman, il balance, mais en même temps, il s'auto-balance des choses au visage. Donc, il faut essayer d'avoir une espèce de recul. C'est pas facile, qu'est-ce que c'est pas facile, mais il faut avoir une espèce essayer en tout cas de se regarder, encore une fois, le nombril. Écoute, t'as dit relire, évidemment, il y a les livres dans ce livre. Le Rouge et le Noir, le Lys dans la vallée, Belle du Seigneur. Quel rôle ils ont pour lui dans cette histoire à Gontran ? C'est souvent les romans lus dans l'enfance, dans l'adolescence. Ouais, on y revient, quoi. On y revient. Belle du Seigneur, une claque. Non, moi je me souviens Une claque pour toi ou pour lui ? pour moi. Mais pour lui, j'espère aussi, c'est tout ce que je lui souhaite. J'aime beaucoup Mathilde de la Mole dans Le Rouge et le Noir. Je me souviens de cette
tête dans La Reine Margot, qui est La Mole aussi. Enfin bref, j'aime bien tous ces liens dans l'histoire. Mais oui, des grands romans qui vous portent, des héroïnes qui... C'est pas mal d'héroïnes quand même. Je trouve Ariane dans Belle du Seigneur, c'est des femmes fortes qui... Et encore, on parle de qui au centre de ces jours heureux, d'une femme forte. Et je trouve que ces femmes fortes, elles portent, elles emmènent, elles nous conduisent, et heureusement qu'il y a ces femmes fortes au monde, ces femmes puissantes pour nous montrer le chemin, je trouve. Et d'un autre côté, il y a le père qui a sensiblement la même appétence pour les héros, puisque lui, c'est les séries télé. Donc, je cite, mon père éprouve des sentiments pour des héros de télévision, un peu comme moi, avec mes héros de romans. Oulala, je vais y arriver. Donc, dans la même optique, il y en a un qui bricole, tandis que l'autre, il fait de la photo, il bidouille aussi, en gros. Les deux, ils le font pour penser à rien d'autre. Et en fait, bon, ce qu'on voit un peu, c'est un peu... Je mets les deux pieds dedans, mais en gros, ils se ressemblent beaucoup dans l'absolu, en fait. Ben ouais, en fait, ils croient qu'ils sont très différents, mais en fait, ils sont exactement les mêmes. C'est ça qui est génial. C'est ce que j'ai essayé de montrer à travers les deux parcours très différents. En effet, Manuel le père, il est bricolo, et il est tout le temps avec un outil à la main, et il va se mettre à pleurer devant une série télé à l'eau de rose, parce que qui est pas tant à l'eau de rose que ça, mais en fait, c'est une autre façon de fictionnaliser. Ouais, le principe est à peu près le... De voir la même, vie sous un autre angle, exactement. Et Ariane ou Mathilde de La Mole, c'est pareil, elles aident ce type qui cherche des photos, les plus belles photos du monde pour son magazine. Donc voilà, c'est en quelque sorte, oui, c'est ça, on cherche des supports autres, on cherche d'autres images, on cherche des personnages qui nous emmènent loin. C'est ça l'idée, c'est d'essayer de respirer un peu, d'avoir des pauses, d'avoir des respirations. Sinon, si le réel nous accablait tout le temps, ce serait un peu dur. Donc, heureusement, la littérature, l'art, la culture est là pour nous porter. Bon, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais en tout cas, ça fait du bien des fois d'enfoncer les portes ouvertes. Je le disais, on passe par différentes émotions dans ce livre. Quel lien tu entretiens avec ce qui est au bout de la chaîne, le lecteur ou la lectrice? Alors, avec la chance de pouvoir écrire, j'ai découvert les salons du livre. Et alors, mais c'est génial. Déjà, j'ai un truc, c'est que j'arrive pas à rester assis. Donc, je suis debout dans les salons. Okay. Et donc, je reste pas mal debout. Et j'adore raconter mes histoires. Il y a rien de tel qu'un salon du livre pour rencontrer les lecteurs, tout simplement, parce qu'ils sont face à vous. Et en fait, il faut raconter, il faut attirer le chaland. Donc il faut en 10 secondes, il faut raconter son histoire. C'est pas facile. Et donc on découvre des procédés très drôles, et c'est là où c'est des belles rencontres. Et j'embrasse par exemple Martine. J'embrasse Martine qui est une de mes lectrices les plus fidèles et que je vois dans plein de salons très différents. Je vois aussi une jeune fille qui vient de Belgique, qui me fait des coucous dans plein de salons. Il y en a une autre que je vois dans le sud. Bref, c'est vraiment super. Et Brigitte aussi dans les pays de la Loire. Bref, c'est vraiment des gens super qui viennent me voir. Je trouve ça magique, ces liens. Je les connaissais pas. Et tout d'un coup, ils sont un peu comme une deuxième famille, une grande famille de lecteurs. Et il y a ça, il y a les salons. Ça, c'est top. Et il y a j'aime bien les réseaux sociaux, Instagram surtout. C'est important dans ton métier d'écrivain. Oui, carrément. C'est important. J'essaye de répondre à tout. C'est pas facile parfois, mais j'essaye le plus possible. Je trouve que c'est un lien unique. Ça permet d'avoir un retour, parce que souvent on lance cette espèce de bouteille à la mer qui est un roman, et puis ok, il est fait, il est écrit, what else. Désormais il y a plein de chroniques. C'est ça. Il y a plein de retours, de lectures, de blogueurs, Instagrammeurs, bookstagrammeurs, booktalker. J'apprends un peu TikTok, c'est pas facile pour moi, mais j'essaie. Ça va venir. En tout cas, c'est un vrai lien supplémentaire. Encore une fois, tout est sous le signe du lien. J'ai un peu l'impression. Écoute, c'est pas mal. On est dans ton bureau, au Guide du Routard, et tu dis dans ce livre, le voyage permet de s'oublier à défaut de se connaître. Alors toi qui es secrétaire général du Guide du Routard, comment tu appréhendes le voyage lorsque tu écris ? Une porte ouverte. Une porte ouverte, c'est vraiment ça, c'est partir à l'inconnu, des rencontres, c'est surtout ça. J'aime bien les lieux. Ça me plaît beaucoup. Alors, c'est des lieux très différents, une ville, une plage, un village. Et alors, surtout, c'est les gens.
en fait, que je vais croiser le long du chemin. Et en allant routard, on se présente pas, on est anonyme quand on va dans un hôtel, dans un resto, etc. Et en fait, on essaie de soutirer plein d'infos d'une façon ou d'une autre. Donc, on essaie d'inventer plein d'histoires pour essayer d'avoir la bonne histoire, d'avoir la bonne info. Ouais. Et donc, ça, c'est génial parce que du coup, ça permet de lier connaissances et d'apprendre plein de choses. Et en fait, on se rend compte que tout le monde a plein d'histoires. Oui, que tu aurais en plus pas nécessairement demandé si c'était pas là pour quelque chose en particulier. Exactement. Et là, tout d'un coup, on te raconte que la petite dernière, elle est partie, donc la chambre est libre, donc on va louer la chambre d'hôte. Le resto au bord de l'eau, une dame, je me souviens, à Madagascar, qui me dit j'ai jamais vu la neige, ça fait quoi de sentir la neige sur la peau ? Va raconter cette sensation de la neige sur la peau. Et là, je lui dis, c'est comme un glaçon. Elle me dit, mais nous, on n'a pas d'électricité sur l'île. Comment on fait ? Je sais pas, j'ai jamais vu de glaçon. Il a fallu que j'explique à une dame, elle était très âgée et c'était sublime. Donc, j'ai essayé d'exprimer, de faire des tapotis avec les doigts, de faire des sons avec la voix. C'est quoi la neige sur la peau ? Et donc j'ai essayé de trouver des mots, j'ai dessiné, je suis resté 1 heure avec cette femme à essayer de lui raconter comment la sensation de la neige sur la peau. Voilà, c'est des rencontres magiques comme ça. Ça me permet ce genre de moments complètement suspendus. Et ça, c'est la chance de mon boulot au routard. Est-ce que les deux sont poreux ? Est-ce que tu as eu des anecdotes qui t'ont inspiré, je sais pas, des scènes ou des choses comme ça ? Oui, dans le précédent, dans la Divine Comédie de Novi, il y a une grande partie qui se passe en Thaïlande. Et en fait, j'ai mélangé plusieurs sites, plusieurs plages. Et en l'occurrence, une femme qui m'avait fait rire, elle se gonflait les joues avec des pailles. Ça m'avait fait, je l'adorais. C'était un matin, je la voyais tous les matins. Là, je suis resté pendant 1 semaine sur la même plage. Et je la voyais, elle arrivait et elle me faisait une mangue fraîche. C'était le rêve, mais j'ai adoré ce moment et donc c'est un petit hommage à cette femme. Elle le saura sans doute jamais, pourquoi pas, on ne sait jamais, mais j'aime bien ce genre de clin d'œil. Est-ce que écrire des récits de voyage, on n'y est pas du tout ? En fait, c'est mon boulot. Ouais. C'est terrible. Mais peut-être. Ouais, des romans de voyage. Oui, je sais peut-être qu'un jour. Là, j'avais besoin d'écrire ça, je crois, pour commencer. Si tant est que ça intéresse un peu des éditeurs et peut-être par la suite, j'écrirai autre chose. Pour l'instant, là, ça marche comme ça, mais j'aurais peut-être besoin d'écrire autre chose ensuite. C'est bon, le père, la mère, c'est fait. Donc, oui, tu vas me dire, c'est vrai que c'est fait. Donc, il faudra peut-être penser à autre chose, mon bon ami. Donc, là, pour l'instant, j'y suis pas, mais ça arrivera peut-être. Ouais. Mon éditrice va peut-être me faire des appels du pied. Après ça, elle me dira mon cher. On l'embrasse. Lina, on t'embrasse. Est-ce que ce métier influence tes lectures ? Être routard, travailler au routard, parfois je me retrouve dans des... Non. Non, ça influence pas mes lectures. C'est une très bonne réponse. Non, ça influence pas. Tout m'inspire en fait. Tout se nourrit. Okay. Mes lectures routard me nourrissent dans mes lectures personnelles et en même temps tout est très poreux, donc c'est vraiment l'un ne va pas sans l'autre en fait. Je peux pas. Okay. Donc tout se nourrit. T'es un grand lecteur dans l'absolu ou j'ai des phases. En fait, il y a des moments où je ne lis plus, j'arrive pas à lire parce que j'ai une vie bien chargée. Le soir, je m'effondre. Je dors pas beaucoup. Du coup, j'essaie d'en profiter pour écrire quand j'ai un peu de temps. Donc ça, c'est le moment. Mais sinon, c'est vrai que j'ai des marottes en fait parce que j'aime bien quand je découvre un texte, je découvre tout l'auteur. Ok, donc en ce moment c'est quoi ? Là j'ai... où il y a peu de temps. Ouais, j'ai bien aimé Anne Dufourmentel en essai. Okay. Ça m'a transpercé. J'ai l'impression qu'elle me parlait, qu'elle me chuchotait à l'oreille. C'était très étrange. Okay. Le soir, je la lisais et c'était tellement beau. Anne Dufourmentel. À un moment, j'ai eu une phase Christian Gailly. J'ai lu tous les romans de Christian Gailly. J'ai lu tous les Echnoz à la queue leu. Éric Holder. C'est un de mes plaisirs de lecture. J'ai beaucoup aimé aussi Emmanuelle Bernheim, là aussi j'ai l'impression qu'elle me parlait à l'oreille. C'est très, je crois que c'est le bon signe pour moi. Quand t'as l'impression que quand l'auteur me parle vraiment, je crois qu'il me parle. Okay. Tu as parlé du fait que tu écrivais quand tu
avait du temps, est-ce que tu t'imposes certaines règles? Non, je m'impose rien du tout. J'écris juste pour me faire plaisir, parce que c'est nécessaire. Et donc j'écris souvent quand même. Hein. Mais ça me fait du bien parce que ça me fait du bien. Oui, ça me fait du bien. Non, surtout ce que j'aime bien, c'est ça me permet de mettre au clair des idées complètement floues. D'accord. Je harcèle mon éditrice, ma chère Lina. Hein. Je lui envoie 150 000 idées. Elle en a, je pense, ras-le-bol de toutes mes idées. Heureusement qu'elle note pas. Mais en tout cas, elle a une bonne mémoire. Elle se souvient de certaines choses précisément. Et en fait, j'ai plein d'idées et toutes sont vraiment pas bonnes. Je note beaucoup de choses. J'ai des carnets là. J'ai un carnet là. Ah, attends, Okay. j'ai des carnets. J'ai un carnet comme ça là. J'ai des carnets. Tu vois, je note plein de choses. Ils sont bien griffonnés. C'est des carnets que j'achète où ça, je sais plus. Chez Muji, tiens, voilà, c'est des carnets Muji. Ouais, c'est un carnet beige. Ouais, très 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 classique, avec un papier un peu jauni. Ouais. J'aime beaucoup et en fait je le customise. Bref, j'écris plein de trucs. Et t'écris toutes tes idées. Et j'écris plein de choses. Et parfois je les retrouve et puis je me dis tiens. C'est pas mal ça. C'est que des idées. Il y a des bouts des trucs, tu vois, je note des. Alors ça peut être aussi des horaires de train ou. Mais Okay. voilà. Et en fait, à partir de là, hop, parfois je me rends pas compte là. J'ai retrouvé l'autre jour un cahier dans lequel j'avais écrit des idées sur le roman qui paraît. Les jours heureux ne s'oublient pas. Et en fait, j'avais complètement oublié. Donc, et c'était à peu près. Ça correspondait c'était complètement c'était complètement le roman. Donc je me suis dit tiens, voilà, c'est pas bête ton truc, mon garçon. Donc c'est assez amusant et c'est très agréable. Et en fait voilà, donc j'écris plein d'idées. Et l'écriture, à proprement parler, d'être sur mon écran d'ordinateur, n'importe où, n'importe comment. Hein. Je peux écrire dans toutes les positions, allongé, couché, debout, assis. Eh bien, ça me permet de structurer la chose, mes pensées un peu diffractées, et de leur donner un ordre. Et puis j'écris très vite, et j'écris peut-être trop vite, mais en même temps, ça me permet d'avoir un premier jet très rapide du texte. Et ensuite je fais lire à mon éditrice, qui là me dit, mon garçon, il faut que tu reprennes tout ça. Et voilà, et on fait des allers-retours, des ping-pong, et au bout d'un moment, on se dit, tiens, là, il y a un truc. On est pas trop mal. On est bon. Si tu écris un peu n'importe où, n'importe quand, est-ce que ça veut dire qu'à l'heure où on se parle, tu es déjà sur un nouveau truc, ou est-ce que tu as peut-être des manuscrits aussi qui sont... Non, j'ai pas de manuscrits cachés. Non, parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment vraiment un Polaroid. J'aime bien l'idée du Polaroid, du moment précis où je suis au moment dans ma vie où j'en suis là. Et donc là, non, c'est en fait c'est ces carnets qui me donnent des petits points d'appui. Et à partir de là, je vais tout malaxer. Et c'est vraiment, je note plein de choses dès que j'ai des idées. Et après, quand je sens que ça commence à bien mûrir, et ben là, on n'y est pas en ce moment. J'ai écrit beaucoup de choses dans ce petit carnet-là. Affaire à suivre. On verra. Très bien. Est-ce que dans ton parcours d'écrivain, il y a des figures un peu tutélaires qui, je sais pas, potentiellement auraient pu t'inspirer ou pas du tout? Je disais Eric Holder, j'ai adoré tous ceux que tu as cités un peu déjà. Franchement, Eric Holder, paix à son âme, il n'est plus là. Sa femme, Delphine Montalent, qui était une éditrice aussi, que j'aimais beaucoup. Et Schnoz m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, on peut écrire comme ça. Et il me fait rire. Christian Gailly aussi, c'est marrant, en fait, c'est pas des lectures comme ça, spontanément, mais en fait ça a compté beaucoup. J'aime beaucoup Alice Munro. Elle m'a un peu beaucoup passionnément, je crois, c'est ça, je crois aussi, recueil de nouvelles. C'est une nouvelliste, ouais. J'aime aussi beaucoup un autre auteur que j'aime beaucoup, c'est James Salter, Un bonheur parfait. Je sais pas, j'ai trouvé que tout était parfait en fait dans ce roman, et en fait c'est un roman horrible, mais en même temps c'est la vie, et j'ai trouvé que c'était tellement fort, tellement condensé, avec juste des mouvements, des gestes, des expressions du visage et tout. J'étais avec eux, j'étais dans ce couple, j'ai trouvé ça fantastique. Et un jour j'attendais un rendez-vous au Select, et je vois un monsieur tout seul à une table, et je me dis,
ce visage me dit quelque chose et je regarde vite sur, sur Internet. Et en effet, c'était bien James Alter, quelques temps avant qu'il décède. Vous êtes... j'ai rien dit, non, j'ai rien dit. Je l'ai regardé avec des yeux complètement... Bon, il mangeait des œufs durs, comme tout le monde. Ouais, et puis t'as pas reconnu non plus, j'imagine. Non, tu m'étonnes. Mais j'ai adoré voir... Enfin, voilà, quand j'aime bien. C'est le genre de... J'aime beaucoup. Ok. Un jour aussi, Suzy Morgenstern. Parce que j'ai lu la 6e comme tout le monde quand j'avais été en 6e. Et puis là, j'ai eu la chance de faire le salon du livre de Colmar il y a 2 ans avec elle. Et je me suis retrouvé au petit déjeuner. On était dans le même salon. Et je lui ai dit tout l'amour que j'avais pour elle et que mes fistons avaient pour elle aussi. Et avec ses lunettes en forme de cœur, je me suis dit, la vie devrait être comme ça. Toujours avec des lunettes en forme de cœur. Oui, elle est tellement sympa. J'adore cette femme. Ouais. Bon, je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, même si on en a déjà beaucoup parlé, mais est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Alors, j'ai trois conseils. J'ai 3 coups de cœur. J'ai la chance de connaître David Kadouch, qui est un pianiste, K-A-D-O-U-C-H, et il joue merveilleusement bien du piano. Et donc, il y a plein de morceaux que j'aime bien. Là, un de ses derniers albums, c'était... il a imaginé la bande-son de Madame Bovary. Et c'est juste magnifique. Bonne idée, il faut aller lire Madame Bovary. Déjà, mais il faut aller écouter ensuite la bande-son. C'est génial d'avoir imaginé ça. Mais il y a un morceau que j'aime beaucoup. Il joue le Scherzo numéro 2, opus 14 de Chopin. Et il y a juste un moment où il y a une espèce de silence. Et ça me filme, alors les frissons, j'ai les poils quand j'entends, et je lui dis, et à chaque fois que je l'entends jouer ce morceau, ça me... Bref, David Kadouch, j'aime beaucoup David. Okay. Pour écrire ce roman, Les choses heureuses ne s'oublient pas, j'ai beaucoup écouté un artiste que je ne connaissais absolument pas, mais qui est hyper connu, qui s'appelle Rhône, R-O-N-E, musique planante, complètement. Et en fait, je le mettais à fond dans mes oreilles, un peu trop même. Et en fait, pour écrire des scènes un peu trash, et en fait, ça m'a... Il n'y a pas de parole en plus. Il n'y a pas de parole. Mais en fait, normalement, j'écris pas en musique, mais là, je sais pas. Il y avait un truc, j'étais dans le rythme, Rhône, tout. J'ai tout aimé. Et dernier coup de cœur, c'est The Divine Comedy. Le précédent roman s'appelle La Divine Comédie de Novi. Ouais. Mais The Divine Comedy par A Lady of a Certain Age. Cette chanson, elle est juste... ça me... Je sais pas, toute l'histoire me plaît. La voix du chanteur, je sais pas comment il s'appelle, mais j'adore. Voilà, c'est Kadouch, Rhône et Divine Comedy. C'est trio gagnant. C'est mes 3 chouchous. Super. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.